Bienvenue à tous dans la deuxième partie de cet épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles où on raconte l'histoire des explorateurs médiévaux. Dans la première partie, nous avons suivi ensemble les aventures de Saint Brendan, parti d'Irlande pour voguer sur l'Atlantique, et de la famille Ericsson dans leur conquête du Groenland et du Vinland. Mais bon, après les étendues glacées du Grand Nord et les flots battus par les vents de l'Atlantique, on aurait bien envie d'un peu de soleil, pas vrai ? Nous allons donc faire un bond de 250 ans. Nous avions laissé les Vikings du Vinland autour de l'an 1000 en Amérique, et nous voici désormais en 1271 sur les rivages de la lagune vénitienne. À cette époque, Venise est une puissante cité marchande, qui a su bâtir un véritable empire commercial sur toute la Méditerranée orientale. Les quais du Rialto bruissent de dizaines de dialectes différents, parlés par les marins et par les marchands venus du monde entier pour échanger toutes les marchandises connues, des plus banales aux plus exotiques. Et c'est sur ces quais où s'amarrent chaque jour des navires différents que rôde un jeune garçon de 15 ans qui s'appelle Marco Polo. Il est l'héritier de l'une des plus grandes familles marchandes de Venise. Son oncle Matteo et son père Niccolo rentrent justement d'un grand voyage qu'ils ont mené jusqu'au cœur de la Chine, entre 1260 et 1269. En cette année 1271, ils décident de repartir sillonner les steppes de l'Asie centrale. Et cette fois-ci, Marco Polo est du voyage. Sur le pont de ce navire qui l'emmène en Orient, il balaye du regard une dernière fois la splendeur de Venise, comme un écrin au fond de sa lagune. Il ne le sait pas encore, mais il va passer 26 ans en Asie. Il ne reverra sa cité d'origine que le jour de ses 41 ans. La famille Polo, ce sont de véritables aventuriers. S'ils ont quitté Venise, c'est pour trouver de nouvelles opportunités commerciales. En cette fin de XIIIe siècle, l'Empire byzantin, où Venise fait la plupart de ses affaires, ne représente plus vraiment un territoire intéressant pour un marchand. Il faut aller voir plus loin. Et justement, un empire immense s'étend à l'est, celui des Mongols. Depuis que Gengis Khan a unifié les tribus nomades en 1196, les Mongols se sont répandus sur toute l'Asie. On a déjà parlé de ces joyeux lurons lors du siège de Kaffa qui lance l'épidémie de peste noire en 1347, presque 80 ans après notre histoire. En 1271, donc, au moment où Marco Polo part en voyage, l'empire mongol s'est déjà divisé en plusieurs territoires, gouvernés chacun par un descendant de Gengis Khan. La plus grosse partie, qui s'étend de l'actuel Iran jusqu'à la Chine du Sud, est alors gouvernée par Kubilai Khan, le petit-fils du grand conquérant. Et c'est lui que les Polos ont rencontré lors de leurs 2 premiers voyages. Donc nos marchands touchent d'abord à la Terre Sainte, dans l'actuelle Palestine, avant de remonter vers l'Arménie. Alors je vous conseille de prendre une carte parce qu'on va parler de tout un tas d'endroits et c'est pas toujours évident d'expliquer où ils se trouvent. Juste après l'Arménie, donc, ils passent à Bagdad, dans l'actuel Irak, et ils poursuivent leur route jusqu'à Ormuz, qui est le grand port au fond du golfe Persique, dans le sud de l'Iran actuel. Ormuz est en fait un grand carrefour des routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, et c'est l'endroit parfait pour trouver un navire en partance pour l'Extrême-Orient. Les Polos sont prêts à embarquer, mais ils apprennent justement à Ormuz que le Khan a lancé l'assaut contre le royaume de Mangui, dans le sud de la Chine actuelle. S'ils prennent la voie maritime, ils risquent de se retrouver coincés entre 2 armées. C'est jamais très agréable. Ils décident donc de changer d'itinéraire. Ils gagneront la Chine en passant par les hauts plateaux d'Asie centrale, là où serpente la fameuse route de la soie.
La route à travers ces contrées désolées est éprouvante. Les conditions climatiques alternent entre un froid intense et une chaleur brûlante. Marco dit ainsi de ces hauts plateaux que le froid y est si vif en hiver qu'il est difficile d'y survivre, même avec force vêtements et fourrure. Comme si ça ne suffisait pas, ces pistes à travers le désert sont peuplées de brigands. Les Caronas, par exemple, ont une technique bien spéciale. Marco dit ainsi « Ils font, par leurs enchantements diaboliques, que la journée entière s'obscurcit au point qu'on n'y voit qu'à très faible distance. Et cette obscurité, ils la font durer pendant 7 jours. » Bon, en fait, on pense qu'il s'agit d'immenses tempêtes de sable qu'on peut trouver dans ce coin-là, mais le résultat est le même. Marco Polo et ses compagnons n'échappent que de justesse au sabre des brigands. Puis vient l'immense désert du Taklamakan, dont Marco dit qu'il faut 1 an pour traverser les 1000 km. Il jure qu'on peut y entendre les chuchotements d'esprits malfaisants qui poussent les voyageurs à s'écarter de la route pour se perdre. Ces voix sont en fait le chant des dunes causé par le vent sur le sable. L'eau manque par ailleurs dans ces contrées désolées et l'immense marécage saumâtre du Lop Nur dans le nord-est de la Chine actuelle ne permet ni aux hommes ni aux bêtes de se désaltérer pendant la traversée de cet infernal désert. En 1275, après 4 ans de voyage au cœur de l'Asie, les Polos arrivent enfin à la cour du Grand Khan. Cette capitale se nomme Khanbalik et en fait elle est sur le site de l'actuel Pékin. Le Khan fait d'ailleurs un très bon accueil aux voyageurs et il se rend rapidement compte du potentiel du jeune Marco Polo qui vient juste d'avoir 20 ans. En quelques mois, en effet, Marco a réussi à comprendre plusieurs des langues parlées dans l'immense empire mongol et a appris à utiliser plusieurs systèmes d'écriture. Mais surtout, c'est un curieux qui s'intéresse à tout. Et justement, le Khan a besoin de quelqu'un comme lui pour connaître les peuples de son immense empire, qui est bien difficile à gouverner depuis sa capitale. Marco devient alors son ambassadeur titré et on l'appelle maintenant Messire Marco Polo, s'il vous plaît. Alors, nomme-moi cousin Hubert et plus jamais messire. Tu as compris? Oui, messire. Et il est envoyé aux 4 coins de l'Empire pour décrire la façon dont les gens vivent. Il commence par décrire les Mongols eux-mêmes, pour qui il semble avoir une grande admiration. Il est frappé en tout cas par l'opulence de la capitale. Khanbalik est gigantesque et compte 20 000 prostituées, ce qui selon Marco Polo suffit à estimer la taille de la population. Mais l'ordre est bien tenu, puisque Marco dit ainsi « Pas une de ces pécheresses ne se permet de demeurer à l'intérieur de la ville, je parle de ces femmes publiques qui se donnent aux hommes contre de l'argent. » Le palais du Khan est habillé d'or et il est entouré d'un parc magnifique où s'ébattent les tigres et les léopards de compagnie du seigneur des Mongols. Oh, c'est déjà du bon palais là, hein? Il note également leur qualité. Les Mongols sont d'excellents cavaliers, endurants et robustes, et ce sont par ailleurs d'excellents archers. Ils vénèrent le dieu du ciel qu'ils appellent Tengri, et ils suivent des coutumes parfois un peu étranges. Quand un Khan meurt, par exemple, on transporte son corps dans le massif de l'Altaï, qui est au nord de la Mongolie actuelle, là où sont enterrés tous ses ancêtres. Sur le chemin, toutes les personnes qui croisent la procession sont tuées afin qu'elles accompagnent le Khan dans l'au-delà pour devenir ses serviteurs. Sympathique coutume. Oui, c'est notre culture. Hein. Dans le cadre de ses ambassades, Marco visite toutes les provinces d'Asie centrale, de Chine et même l'Inde et les îles de l'océan Indien. Il faudrait des heures pour explorer en détail l'ensemble de ce que le Vénitien a vu ou entendu, alors je vous fais à la place un petit florilège et je vous encourage à aller lire vous-même le texte en question.
Dans le sud de la Chine, Marco dit par exemple avoir vu de grandes couleuvres. Ce sont des créatures parfaitement horribles à voir. Sachez, en toute vérité, que certaines sont longues de 10 pas, et si grosses que le ventre a 10 palmes de tour. Elles ont une gueule si vaste qu'elles pourraient engloutir un homme tout entier. Elles sont si grandes, grosses et lourdes que lorsqu'elles se déplacent la nuit pour se nourrir, elles creusent dans le sable un fossé si profond qu'il semble qu'on y ait fait rouler une barrique de vin. En fait, ces fameuses grandes couleuvres sont sans doute des alligators. Mais le bestiaire ne s'arrête pas là, puisque Marco rencontre aussi des rhinocéros, dont il dit ainsi « Il a une tête de sanglier qu'il tient toujours baissée et aime se vautrer dans la boue et la fange. C'est un animal d'aspect très laid. Je vous dis qu'il est tout le contraire de ce qu'on dit chez nous de la licorne. » Et oui, parfois le voyage, c'est aussi la désillusion. Il note également les mœurs étranges des peuples qu'il croise. Au Tibet, par exemple, les femmes qui souhaitent se marier doivent d'abord prouver qu'elles ont une solide expérience sexuelle. Dès qu'un étranger passe, les mères lui amènent donc leur fille pour qu'ils fassent l'amour et demandent à ce que l'étranger donne en échange un bijou à leur fille. Et ce sont celles qui ont le plus de bijoux qui ont clairement plus de chances de se marier que leurs copines. Bon, l'histoire ne dit pas si Marco lui-même a goûté à cette coutume. Mais c'est cochon ça. En Inde également, il rencontre des brahmanes dont le travail quotidien consiste à envoûter des requins pendant la journée pour que les pêcheurs de perles puissent aller travailler tranquillement pendant que les requins dorment. Bon, évidemment, qui dit voyage en Orient dit tourista, pas vrai? C'est la chiasse, c'est la dysenterie. La dysenterie. Ah bon? Oui. Ça attrape facilement là-bas, plus que les contraventions ici, vous voyez, c'est pour dire. Et alors, qu'est-ce que je fais? Je le fais rapatrier? Non, pensez, il va se vider 6 fois par jour, autant qu'il fasse ça là-bas, il y a assez de merde ici comme ça. Hein. À Hormuz, selon Marco, on fabrique un très bon vin de date avec de nombreuses épices. Lorsqu'ils le boivent, les hommes qui ne sont pas habitués sont pris de fortes diarrhées qui les purgent entièrement. Mais ensuite, ils en sortent très bien et fortifiés. Gare également aux pirates du Gujarat, sur la côte occidentale de l'Inde actuelle, puisqu'ils pensent en fait que les marchands avalent leurs pierres précieuses pour les protéger, et ils font donc prendre à leurs captifs un puissant laxatif pour espérer retrouver ces bijoux. C'est vraiment un gros tas de merde. Finalement, après 26 ans en Orient, Marco Polo rentre enfin à Venise en 1295. Et là, pas de bol pour lui, puisque sa cité est en guerre contre Pise, une autre cité marchande rivale. Participant aux opérations, il est fait prisonnier en 1298, visiblement il était moins bon guerrier que voyageur, et il est envoyé à pourrir dans une geôle pisane. Heureusement pour nous et malheureusement pour lui, il rencontre en prison un écrivain, Rustichello de Pise, à qui il dicte ses aventures. Le récit qui en est tiré est appelé le devisement du monde, c'est-à-dire la description du monde, mais on l'appelle aussi souvent le livre des merveilles. Rapidement, le récit de Marco Polo devient un vrai best-seller. Bon, ce n'est pourtant pas la première fois que des Européens vont en Orient, puisque en 1246, le pape avait déjà envoyé un ambassadeur qui s'appelait Giovanni di Piancarpino à la cour du Khan, et Louis IX avait envoyé en 1253 un autre ambassadeur, Guillaume de Rubruck, pour la même raison. Mais en fait, le devisement du monde, il est bien différent, puisqu'il est truffé d'anecdotes et de détails, et il est en fait beaucoup plus riche que les rapports de mission que les deux ambassadeurs ont ramenés. Et surtout, c'est la personnalité de Marco Polo qui fait la différence, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un de très curieux, il adore le détail, il adore le pittoresque. Mais malgré tout, il affirme la véracité de tout ce qu'il raconte.
Il commence par exemple son récit par la mention « afin que notre livre soit authentique, véridique et exempt de tout mensonge ». On donne souvent au devisement du monde le nom ou le surnom de livre des merveilles, mais en fait son but n'est pas du tout de raconter des mythes, mais c'est bien plutôt la réalité qui a été vue ou entendue par Marco qui est censée être décrite dans le récit. D'ailleurs, bien des choses ont été dites sur ce bon Marco Polo. Jean Favier, par exemple, dit carrément de lui que c'est un vantard qui cherche à enjoliver chacun des épisodes de son récit. Alors, il est vrai que plusieurs de ces affirmations sont, disons, sujettes à caution, pour le moins, voire certaines sont carrément mensongères. Cependant, ce qu'on ne peut pas enlever à Marco Polo, c'est sa curiosité insatiable, sa volonté de transcrire fidèlement tout ce qu'il a vu et tout ce qu'on lui a raconté. Par ailleurs, globalement, son récit est corroboré par les sources asiatiques et les sources mongoles qui nous permettent d'effectuer certains croisements entre ce qu'il raconte et les événements qui se sont réellement passés. En tout cas, si le but de Marco était d'émerveiller ses contemporains et de leur mettre des étoiles dans les yeux, c'est réussi, puisque Le Devisement du monde est en effet l'un des livres préférés d'un certain Christophe Colomb, encore lui, qui s'élance 200 ans plus tard avec un seul but en tête, découvrir la route occidentale pour atteindre Cipango, le fabuleux Japon dont Marco Polo décrit le palais impérial construit en or fin. Au moment où Marco Polo vit ses vieux jours à Venise, un autre grand explorateur naît sur les rivages de la Méditerranée. Il n'est pas vénitien et il n'est pas même chrétien, puisque son nom est Ibn Battuta et il est originaire de Tanger, dans l'actuel Maroc. Ce n'est pas non plus un marchand, mais c'est un lettré. À 21 ans, Ibn Battuta décide de se lancer dans une aventure que beaucoup d'autres musulmans de l'époque entreprennent au moins une fois dans leur vie, le pèlerinage à la Mecque. Nous sommes en 1326. Arrivé sur place, il fréquente les écoles des docteurs de la loi, ces lettrés qui interprètent la loi issue des enseignements de Muhammad, le prophète de l'islam. Il acquiert sur place une solide culture religieuse et intellectuelle, et il s'installe pour quelques années à la Mecque. En 1330, la bougeotte le saisit à nouveau. Mais cette fois-ci, ce sont des contrées bien plus exotiques qui l'appellent, puisqu'il veut aller en Inde. Il se rend d'abord au Yémen, à la pointe de la péninsule arabique, pour trouver un bateau qui pourrait l'emmener là-bas, mais il change finalement d'avis et décide de prendre la route terrestre. Il écrira plus tard qu'il renonce au bateau parce qu'il a eu peur pour sa vie. Arrivé devant l'immensité de l'océan Indien qui commence à Aden, le grand port du Yémen, son courage s'évanouit et il rebrousse chemin. Mais finalement, c'est un choix plutôt courageux, quand on sait qu'il va mettre 5 mois pour arriver en Inde au travers des dangers qui rôdent sur les pistes d'Asie centrale.
Mais ça, on en a déjà parlé puisque en 50 ans, depuis Marco Polo, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Il arrive donc en 1334 à Delhi, la capitale du sultanat indien. En fait, à cette époque, et depuis le tout début du XIIIe siècle, le nord-ouest du sous-continent indien est dirigé par un sultan musulman turc. Ils sont originaires, les Turcs, du cœur de l'Asie centrale, et en fait, c'est un peuple nomade qui se répand sur toute l'Asie à partir du XIe siècle. Le sultan que rencontre Ibn Battuta s'appelle Muhammad ibn Tughluk, et il est issu de la 3e dynastie musulmane qui règne sur l'Inde. Dès son arrivée, notre voyageur est plutôt bien reçu par le sultan qui lui confie rapidement des missions importantes. Il mène d'abord une ambassade en Chine, chez le Khan mongol qui va bientôt perdre d'ailleurs le contrôle de son territoire face à la dynastie chinoise des Ming. Il est ensuite nommé Khadi, c'est-à-dire juge dans le territoire des Maldives, qui est un archipel au sud de la péninsule indienne. Ce territoire, en fait, vient à peine d'être islamisé et Ibn Battuta a fort à faire pour que les indigènes respectent la charia, c'est-à-dire la loi religieuse musulmane. Il est notamment choqué, par exemple, de voir que les femmes se baladent seins nus, et ouais, carrément, et que les époux divorcés continuent à se fréquenter. Bon, apparemment, son action sur place n'a pas fait que des heureux, et il est plus ou moins obligé de quitter son poste, direction Ceylan, puis Sumatra. Il soutient occasionnellement les sultans musulmans du sud de l'Inde dans l'islamisation de leur population, et il finit quand même par rentrer à Delhi, mais il se tient à ce moment-là loin de la cour, puisque en gros, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'est plus vraiment le bienvenu. Alors, il est difficile de savoir ce qui a pu se passer, puisque évidemment nos sources, c'est ce qu'il veut bien nous en dire, mais il semble en fait que le sultan ne lui ait pas pardonné d'avoir perdu les biens qu'il lui avait confiés pour aller en ambassade en Chine quelques années auparavant. Par ailleurs, son amitié avec les sultans rebelles du sud de l'Inde n'a pas vraiment dû aider son cas. Bref, il finit par quitter définitivement l'Inde en 1348 après avoir passé 8 ans sur place. Reparti en direction du Maroc, Ibn Battuta y débarque en 1347, en même temps qu'une certaine épidémie de peste noire qui avait déjà fait des ravages dans tout le Proche et le Moyen-Orient et qu'il a déjà croisé en Inde, d'ailleurs. Son souverain, le sultan mérinide Abou Inan, lui confie alors une nouvelle ambassade. Il doit se rendre dans l'actuelle Guinée pour discuter avec l'empereur du Mali des conditions commerciales pour la fameuse route de l'or. Et à ce moment-là, tout le monde en Europe et en terre d'islam rêve du pays de l'or, cet empire du Mali qu'on imagine fabuleusement riche et dont l'or arrive par caravane à travers le Sahara chargé sur des dromadaires. En fait, à l'époque, les Européens, ils ne connaissent le Mali qu'à travers le monde musulman parce qu'ils n'y ont pas directement accès. Et évidemment, ça entretient les fantasmes, mais même le monde musulman ne connaît pas vraiment ce qu'il se passe de l'autre côté du désert. Et en tout cas, le voyage pour y arriver est loin d'être une balade. Parti avec une caravane de dromadaires, Ibn Battuta met 4 mois pour rejoindre Niani, qui est la capitale malienne à ce moment-là. Et nous sommes en 1352. Il s'attend à être reçu comme un invité de marque, mais c'est raté. L'empereur du Mali ne comprend pas vraiment qui il est ni ce qu'il vient faire ici, et il le fait poireauter pendant 2 mois avant de le recevoir. Je crois que vous n'avez pas très bien compris mon problème.
Déçu, Ibn Battuta repart en direction du Maroc, qu'il atteint en 1353. Il va alors consacrer les dernières années de sa vie à faire rédiger ses récits de voyage, grâce auxquels nous connaissons ses pérégrinations. Alors, que retenir d'Ibn Battuta et de ses voyages ? Eh bien en fait, l'élément le plus important à retenir, c'est que c'est un homme en retard sur son époque. Il est parti à la Mecque dès 21 ans pour aller suivre là-bas les enseignements des plus grands savants, et il éprouve la plus grande désillusion en rentrant au Maroc, parce qu'en fait, le monde islamique, il a bien changé. Si le pèlerinage à la Mecque était au XIe siècle une espèce d'étape essentielle dans la formation des lettrés, ce n'est plus du tout le cas au XIVe siècle. Les lettrés du XIVe siècle se forment dans leurs pays respectifs, puisque désormais il y a un enseignement de qualité dans les grandes mosquées du monde musulman tout entier. Et Ibn Battuta, il apparaît à son retour comme un homme en fait sans attache, qui a déjà beaucoup voyagé, mais qui n'a pas vraiment les compétences qu'on lui aurait enseignées au Maroc s'il était resté sur place. En gros, c'est une mauvaise orientation post-bac. Vous connaissez mes références. Oui, elles sont aux archives. Et je dirais même qu'elles encombrent. Heureusement pour Ibn Battuta, il existe un endroit dans le monde où on a justement besoin de gens comme lui. En fait, au XIVe siècle, l'Inde, c'est un peu le Far West de l'islam. On dit que c'est un pays qui est fabuleusement riche et les sultans de Delhi ont le plus grand mal à faire respecter la loi islamique dans ce territoire qui est encore peuplé en grande majorité d'hindous, et donc de païens. C'est aussi un territoire qui se trouve aux limites du monde connu, étrange et mystérieux dont on ne sait pas vraiment ce qui s'y passe, et donc quelqu'un comme Ibn Battuta peut se dire qu'une nouvelle vie l'attend là-bas. Et lorsqu'il arrive en Inde, ce qui frappe Ibn Battuta, c'est avant tout la grande violence qui y règne. Minoritaires, les Turcs musulmans y mènent en fait un djihad permanent. Notre voyageur les décrit comme étant un peuple cruel, frustre, à peine éduqué. Comme preuve de leur barbarie, il explique qu'ils n'aiment même pas les pâtisseries. Et lorsqu'il rend visite à la reine du Kiptchak dans le Caucase, Ibn Battuta est même obligé par politesse de boire leur kimiz, qui est une espèce de lait de jument aigre qu'il trouve honnêtement dégueulasse. Leur supplice l'horrifie. Il n'hésite pas à empaler les hérétiques ou à les écorcher vifs avant de les empailler. D'ailleurs, petit aparté, si vous aimez tout ce qui est empalement, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode puisque j'annoncerai le sujet de l'épisode d'après et je pense que dans ce cas, ça vous plaira. Je ferme la parenthèse. En Inde, à ce moment-là, c'est la guerre permanente entre le sultan de Delhi et ses vassaux qui sont parfois un peu turbulents. Ibn Battuta, par exemple, participe à une expédition contre un ancien favori du sultan qui lui a volé ses éléphants de guerre et qui en a profité pour se tailler une principauté indépendante. La guerre sert aussi au sultan de Delhi à rassembler des richesses. Ibn Battuta raconte par exemple comment le sultan, qui rentre d'un raid mené dans l'Uttar Pradesh, qui est aujourd'hui au nord de l'Inde, défile dans Delhi avec ses éléphants de guerre et jette des poignées d'or à la foule qui l'acclame. Il a vaincu une armée. Tout seul avec son épée. La terreur des ennemis, c'est Brassali. Quant aux hindous qui sont encore païens, là c'est simple, Ibn Battuta les méprise. C'est vers eux que doit selon lui s'orienter l'effort du sultan pour convertir sa population. Et il s'étonne de leurs coutumes étranges, comme celle par exemple qui oblige les femmes à se suicider par le feu si leur mari se fait tuer à la guerre. Autant vous dire qu'elles sont pas très sereines quand le mari part en expédition. Adieu chérie, je t'aime. Tu me trompes pas, hein, promis ? Adieu chérie, je t'aime.
Mais notre voyageur est encore plus critique lorsqu'il arrive dans l'empire du Mali, qui va en fait aujourd'hui de l'actuelle Guinée jusqu'à l'actuel Sénégal, le long du fleuve Niger. Il est persuadé que le territoire est immensément riche et donc il tombe des nues lorsque, tout juste sorti d'une étape éprouvante de traversée du désert sans une goutte d'eau, les locaux lui offrent une espèce de méchante calebasse avec un petit peu de riz dedans alors qu'il s'attendait à un festin de roi. En fait, il ne comprend pas tout de suite que la richesse proverbiale de l'empereur n'est pas du tout celle de son peuple et que ces régions du Sahel, donc le territoire semi-aride qui est au sud du Sahara, c'est des régions en fait qui sont très pauvres. Et par ailleurs, ses relations avec l'administration impériale du Mali sont plutôt compliquées. En fait, l'empereur, il tient à se différencier du monde arabe, même si une partie de sa population est quand même musulmane. Ses gouverneurs et ses lettrés ne sont donc pas censés utiliser l'arabe, et c'est ça qui irrite Ibn Battuta au plus haut point lorsqu'il essaye de leur parler dans cette langue et qu'il n'arrête pas de se prendre des vents. Et par ailleurs, les mœurs des Maliens, eux-mêmes des sujets de l'empereur, le répugnent. Les femmes sont très libres, elles peuvent parler à qui elles veulent et elles ne sont même pas obligées de se couvrir la tête, vous imaginez. L'empereur du Mali, par ailleurs, ce petit coquin, exige même que toute femme qui souhaite lui parler soit complètement nue. Et par ailleurs, il n'aime que la poésie berbère, ce qui pour Ibn Battuta est un argument de plus pour montrer sa quasi-barbarie. Au final, il méprise à peu près autant les Noirs que les Hindous. Et d'ailleurs, il dit d'eux « Je regrettais de m'être rendu dans le pays des nègres à cause de leur manque d'éducation et du peu d'égard qu'ils ont pour les hommes blancs. » Il est outré, par exemple, lorsque sur le chemin du retour, les indigènes qui l'accompagnent mangent son dromadaire qui vient juste de mourir. Bon, c'est vrai que c'est quand même pas très délicat. Et pour couronner le tout, il manque de mourir sur les bords du fleuve Niger après avoir bu un potage qui le rend atrocement malade et dont il ne réchappe que grâce à un puissant laxatif. Bref, Ibn Battuta, il a pas trop aimé sa visite africaine. Il nous laisse tout de même un témoignage très intéressant sur ces deux contrées qu'il a visitées, l'Inde et l'Empire du Mali, même si en fait l'Europe va ignorer pendant très longtemps ce témoignage avant qu'il soit traduit. Et les Européens vont découvrir en réalité par eux-mêmes ce qu'il se passe en Inde lorsqu'ils vont commencer à la conquérir à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Alors, on a parlé ici seulement de 4 explorateurs, mais le Moyen-Âge apportait encore beaucoup d'histoires incroyables d'hommes ayant voyagé aux confins du monde connu. J'aurais pu par exemple vous parler de jeux en pruneaux. Taisez-vous, Dursley, espèce de vieux pruneau. Un navigateur normand qui aurait atteint la Côte d'Ivoire en 1364, soit presque un siècle avant les premiers Portugais. Ou encore de Jean de Béthencourt qui est devenu en 1402 prince des Canaries, rien que ça. Enfin les îles, pas les oiseaux. À la fin du Moyen-Âge, la connaissance qu'ont les Européens du monde qui les entoure s'est donc bien approfondie. L'Asie dévoile peu à peu ses secrets, comme les étendues glacées de la Scandinavie et de la Russie. L'Afrique reste tout de même encore mystérieuse. Les écrits d'Ibn Battuta circulent surtout dans le monde islamique, comme je vous l'ai dit, et les Européens rêvent encore d'un pays fabuleusement riche qui serait de l'autre côté du Sahara. C'est d'ailleurs cette direction que va prendre la première phase des grandes découvertes, au début du XVe siècle, lorsque les Portugais vont s'élancer dans l'Atlantique pour trouver de nouvelles colonies, avec l'exploration de la côte africaine jusqu'à finir, enfin, en 1488,
par doubler le cap de Bonne-Espérance, ouvrant la route de l'Inde par la mer. Si nos 4 explorateurs n'ont pas vécu à la même époque ni fréquenté les mêmes endroits, ils ont tout de même une chose en commun, leur désir de voyage et de découverte. Le récit que nous avons tous appris sur les grandes découvertes, avec des noms comme Christophe Colomb, Vasco de Gama ou Magellan, nous fait penser que le Moyen-Âge est resté coincé dans l'ancien monde sans chercher à en sortir. En réalité, les hommes du Moyen-Âge voyagent beaucoup et ils ont soif de découvertes. Malgré la lenteur des moyens de transport et le danger du voyage dans des royaumes inconnus, ils sont nombreux à se lancer à l'assaut du monde et à relater leur périple dans des sources que les historiens utilisent aujourd'hui encore pour mieux connaître ces intrépides pionniers. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. C'était un épisode un petit peu spécial avec ces 2 parties, mais qui à mon avis était nécessaire pour un thème qui me tient particulièrement à cœur et que je ne voulais pas traiter à moitié. Le Moyen-Âge dans tes oreilles, c'est un épisode tous les 23 de chaque mois. Alors n'hésitez pas surtout à vous abonner, à commenter, à partager pour faire connaître le podcast et même à m'envoyer vos idées si vous souhaitez que je traite d'un sujet en particulier. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode l'ensemble des sources et des musiques que j'ai utilisées pour créer ce podcast, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Dans le prochain épisode, je vous emmène en Roumanie pour rencontrer celui qui a inspiré Bram Stoker pour créer le prince des vampires, Dracula. Il se nomme Vlad III Basarab Draculea, dit l'empaleur de son petit surnom, et vous allez voir qu'il a mené une vie palpitante. Alors si vous êtes très chauve-souris, cimetière et vampire façon Twilight, laissez-moi vous dire que vous allez être déçus. Puisque là, on part plutôt sur une ambiance moustache, armure et opposition séculaire entre le royaume de Hongrie et l'Empire ottoman. Rendez-vous le 23 février. À la prochaine!